promener. Donc je disais merci beaucoup pour cette invitation et puis de me donner l'occasion de parler un peu d'un sujet qui m'anime, donc la communication alternative et améliorée. Je voulais proposer un parcours dans une revue de la littérature non systématique, donc forcément orienté. L'idée c'est un peu de vraiment faire un lien très rapide entre le DSA et la communication alternative améliorée. Je vais insister sur la prise de décision. Comment on fait pour choisir les différents moyens de communication. L'autre aspect qui m'est cher, c'est la question de l'impact fonctionnel. C'est là-dessus que je vais vraiment insister. La notion de participation sociale, et puis en fait l'importance du contexte social quand on met en place des moyens de communication alternatifs et améliorés. Donc c'est ce que je vais essayer de faire pendant ces 45 minutes. La diade autistique, évidemment, il y a les déficits persistants de la communication et des interactions sociales, des contextes variés. La notion de contexte est assez intéressante, elle est dès la définition. Et puis, ce qu'il faut garder aussi en tête, si on pense participation, c'est le caractère restreint, répétitif des comportements, des intérêts et des activités. Si on pense interaction, quand on interagit, on le fait pendant une activité. Quand on est engagé dans une activité, quand on participe à une activité, on est motivé par cette activité. Et donc ce point B, je ne vais pas forcément insister beaucoup sur cet aspect, mais en fait il est aussi central dans des interventions avec des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, parce qu'évidemment ça va avoir une influence sur comment ils participent à des interactions. Très bien. Je vais aller très vite sur ce point-là parce que ça a été répété par différentes personnes, notamment par le professeur Kissine. Ce qu'on dit régulièrement dans la littérature, donc, c'est qu'on a, si on prend l'ensemble des personnes qui sont sur le spectre, une trentaine de pourcents qui sont non-oralisants. Je garde le terme. Il y a une trentaine de pourcents qui vont développer du langage après 5 ans, il ne sera pas forcément fonctionnel, donc ça pourrait être des écolalies, un certain nombre de choses, des manques d'initiation. Il y a à la louche une trentaine de pourcents qui présenteront des troubles du langage, que ce soit sur la production, la compréhension, et puis il y a des personnes, une dizaine de pourcents, qui vont avoir des capacités langagières équivalentes à la norme. La difficulté, c'est qu'on va toujours avoir des choses potentiellement sur justement l'interaction, le langage en contexte, des choses un peu particulières qu'il va falloir qu'ils compensent. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a une trentaine de pourcents qui présentent une déficience intellectuelle. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, là ça a été dit plusieurs fois, c'est que ces trentaines de pourcents avec une déficience intellectuelle ne correspondent pas nécessairement à cette trentaine de pourcents qui est non oralisante. Évidemment, la déficience intellectuelle, en fonction de son niveau, les troubles du développement intellectuel vont avoir un impact sur le développement du langage, sur le développement de la capacité symbolique, quand c'est des troubles du développement intellectuel importants. Mais on a des personnes aussi avec un trouble du développement intellectuel qui développent le langage, ou qui développent de bonnes capacités de langage en compréhension et en expression. Maintenant, on a des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle et qui vont présenter des gros troubles du langage oral, en expression, en compréhension, voire qui seront non oralisants, et avoir des difficultés de compréhension importantes. Ce qui est important, en fait, c'est vraiment distinguer les aspects cognitifs qui vont eux aussi agir sur l'accès au niveau symbolique, au développement du langage, des aspects interactionnels qui vont aussi impacter évidemment le développement du langage, mais plus généralement la participation à des interactions. Donc vous voyez qu'il y a en fait un ensemble de situations qui sont en fait assez diverses, assez distinctes, et qui vont évidemment demander des méthodes d'intervention assez différentes. Donc, un premier message, c'est en fait l'hétérogénéité des profils. Un aspect qui est important aussi, évidemment, c'est que les capacités d'expression et de compréhension sont à distinguer. On a des personnes non oralisantes, en fait, qui ont des bonnes capacités en compréhension, et puis on a l'inverse. Des personnes qui sont oralisantes et puis en fait qui nous piègent parce qu'au niveau de la compréhension, c'est beaucoup plus faible. Donc ça rajoute une case dans cette hétérogénéité. Il y a différents types
de troubles qui peuvent s'associer, qui peuvent être compris dans le trouble du spectre de l'autisme. Et pour chez certaines personnes, ça aussi, ça a été rappelé hier, il y a des aspects dyspraxiques, il y a des particularités sensorielles, il y a des difficultés de traitement des informations auditives, il y a pour certaines personnes de grosses difficultés pour l'imitation, pour la répétition. Et en fait, il y a des personnes avec TSA qui ont des bonnes capacités d'imitation et qui peuvent répéter. Donc on a un certain nombre encore une fois, d'une grande diversité. Et quand on va mettre en place des moyens de communication alternatifs et améliorés, évidemment, il va falloir prendre en compte cette diversité, encore une fois, choisir des outils différents et des stratégies différentes. Un point qui a été rappelé aussi hier, une contribution importante, c'est de White et Al, où on a, alors c'est écrit ailleurs aussi, mais là, une publication qui insiste sur le fait que la CA n'entrave pas le développement du langage et du langage oral, mais au contraire favorise son développement. Un aspect qui découle de cette hétérogénéité dont j'ai parlé, de cette variété des situations, c'est qu'on va nécessairement individualiser les projets. On va faire attention aux difficultés des personnes, mais en fait, on va aussi s'appuyer sur ses forces, évidemment. Et puis, et ça va être le fil conducteur de mon intervention, on va aussi devoir prendre en compte fortement les caractéristiques du contexte de la personne. On a différents moyens de communication alternative qu'on va pouvoir déployer avec les personnes TSA, donc les gestes, des objets référentiels, des pictogrammes isolés, et par exemple en utilisant le PEX, des moyens de technologie moyenne comme les GoTalk, les contacteurs, on a des tableaux de pictogrammes, des cahiers de pictogrammes, comme le POD. On va pouvoir passer par la modalité écrite, on ne voit pas très bien la diapo, des scènes visuelles et différents types d'applications, évidemment avec des principes qui les sous-tendent distincts. Mais je ne vais pas aller dans ce détail-là. L'idée de vous présenter cet éventail-là comme ça très rapidement, c'est qu'évidemment, il va falloir qu'on prenne des décisions à propos des moyens utilisés, mais aussi des méthodes, et puis en fait des objectifs. Et puis à l'intérieur de cette diversité dont je parlais, il va y avoir en fait une diversité d'objectifs. Pour certaines personnes, l'initiation de la communication, le fait qu'elle puisse juste s'adresser à quelqu'un, ça sera un objectif en soi. Alors peut-être qu'avec elle, on va déployer des outils qui vont peut-être paraître limitatifs. Peut-être qu'on ne va pas les utiliser tout seul non plus, mais on va avoir certaines stratégies qu'on va devoir mettre en place pour répondre à ces aspects-là. Et puis on trouve dans la littérature d'autres objectifs, évidemment dans la clinique aussi, des choses liées à la production d'énoncés, le fait d'être capable de combiner des mots, de produire certains mots, comme des verbes, des noms. On va avoir la gestion des tours de parole, par exemple, le fait de produire des récits, voilà, un certain nombre de choses. On va s'appuyer dans cette prise de décision sur les recommandations des littératures, les caractéristiques des personnes et les caractéristiques des moyens de CA. Pour donner quelques illustrations par rapport aux caractéristiques des moyens de communication, il va y avoir le fait de choisir, si on a par exemple un tableau de pictogrammes, en fait, quel nombre de pictogrammes par tableau. Alors on a une première contrainte qui est, si j'ai un tableau de pictogrammes, je vais essayer qu'il puisse permettre à la personne d'aborder différentes fonctions de communication dans les interactions durant lesquelles il va utiliser ce moyen de communication. Des mots de vocabulaire qui sont spécifiques à une situation, puis des mots de vocabulaire qui sont en fait communs à différentes situations, différents contextes sociaux, pour faire des membres, des salutations, pour un certain nombre de choses comme ça. On a cette tension du nombre de vocabulaire que la personne va pouvoir utiliser, et puis ce que ça va lui permettre de faire en interaction. Donc ça, c'est une première tension. Et évidemment, on va s'intéresser à ses capacités motrices aussi. Est-ce qu'elle est capable de pointer des petits pictogrammes, des plus grands pictogrammes? Hier, il y a des questions, par exemple, des capacités visuelles des personnes. Est-ce qu'elle est capable de les percevoir? Capacités cognitives. Et puis, un autre aspect, quand on a des moyens de communication un peu plus complexes, avec des vocabulaires plus robustes, on a un aspect qui est la navigation entre les pages. Je suis dans l'interaction avec une personne qui a par exemple des troubles de l'attention importants.
Le moment où je suis en train de naviguer, ça a aussi un coût cognitif pour ces personnes. Elles sont dans une interaction, parce qu'on communique, comme je disais tout à l'heure, en faisant une activité, en étant engagé dans une activité, on a un moyen de communication qui est autour. Si la navigation a un gros coût cognitif, je suis en train de perdre aussi l'interaction que j'ai et puis la participation de la personne à cette activité. Donc il faut que je me pose cette question quand je suis en train de faire un choix sur le moyen de communication. Donc, là, c'était donc les caractéristiques des moyens de communication. Après, on a une grande littérature, toujours complète, rarement francophone, je fais une petite parenthèse, ou issue de pays francophones, où justement on essaie d'avoir des vérifications en fait, de l'efficacité de certaines stratégies ou de certains moyens. Alors ce qui est intéressant quand vous lisez ce type de littérature, c'est toujours de se dire, ok, par exemple, c'est pour des personnes TSA, mais c'est des personnes TSA avec quel niveau cognitif? Peut-être qu'il y a aussi des informations sur le contexte. Est-ce que c'est que des personnes qui sont en institution? Quel est leur âge? Quel est leur... Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, voilà, c'est les objectifs. Les objectifs des personnes. Donc, par exemple, ces premières études qui sont à propos du PEX, c'est vraiment sur la question de l'initiation. Donc, on est plutôt avec des enfants TSA. Je vais revenir un peu sur cette revue de la littérature, sur les certains articles qui étaient compris dans cette revue systématique, de la littérature à propos du PEX, qui avait des critères assez stricts de type Cochrane pour sélectionner les moyens qui étaient les publications. On a à chaque fois voilà, des cohortes en fait, d'enfants, donc c'est un niveau de preuve qui est potentiellement assez important, qui présentent un TSA, mais dans les objectifs, c'est l'initiation de la communication par exemple. Donc on a des enfants TSA certes, mais avec peut-être des difficultés cognitives importantes et justement des objectifs voilà, vraiment sur les prémices de la mise en place de la communication. Et puis alors du coup on a des effets sur l'initiation de la communication. Il y a des commentaires sur le niveau de preuve est limité, puis il y a des problèmes liés au maintien. Donc on voit qu'il y a déjà un petit bémol. Dans d'autres publications qui sont dans cette revue systématique, on voit qu'il y a un effet sur les demandes, donc ça reste intéressant. Un effet sur, là encore pour cette publication d'Yoder, sur l'initiation de la communication et la généralisation à différents contextes et à des adultes. Ça veut dire que si dans ma clinique je suis avec des profils d'enfants où l'initiation et un challenge va faire partie des objectifs, alors parmi la palette d'outils que je vais pouvoir utiliser, le PEX est une solution. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que si je reste juste sur le PEX, sur les 6 phases, j'ai par exemple pas d'information sur la validité des dernières phases. Donc ça veut dire, moi en tant que clinicien, le PEX fait toujours partie de mes options, avec toutes ces limites, donc peut-être que je ne vais pas utiliser que le PEX. Ça étant dit, ça fait partie de l'éventail des choses que je peux mettre en place. En gardant en tête que c'est évidemment limité, c'est sûrement, c'est que quand je suis en train d'entrer les PEX dans les premières phases, je suis sur les bandes. Ça tombe bien, ça fait partie des effets, mais ça étant dit, je suis que sur les demandes. Donc peut-être que dans mes objectifs, là, je pense à d'autres choses. Mais pour demande, initiation des demandes, il y a des articles qui disent que ça fait partie des recommandations dans la littérature. Voilà. Maintenant, il y a d'autres types de travaux plus rares. Pour ce que j'ai choisi, il n'y a pas que cette publication de Tikadi, il y a quelques articles quand même sur les gestes, mais une comparaison. C'est assez rare dans le monde ACA, il n'y a pas assez de publications là-dessus, mais voilà, je prends, malheureusement c'est une étude de cas, je prends des situations, puis je vais comparer l'effet de plusieurs modalités. Donc là, ces gestes, ce qu'on va retrouver, c'est en fait une efficacité équivalente des gestes par rapport au PEX. Donc ce qui peut surprendre quand on associe trop le PEX avec l'autisme. Mais ce qui est intéressant en fait dans le raisonnement clinique, c'est qu'en fait, oui, ça doit être équivalent, mais seulement dans les cas où on a des enfants qui présentent des capacités d'imitation motrice. Quand il n'y a pas d'imitation motrice,
évidemment, non, il fallait encore l'observer, les gestes vont moins faire partie de l'éventail qui va pouvoir avoir un effet sur l'initiation. Par exemple, ça veut dire qu'il faut qu'on les utilise, ça veut juste dire que dans nos projets, peut-être qu'il faut avoir plus de limites dans l'effet attendu, et ça c'est important, de cette modalité. Donc en fait, on peut proposer ces deux modalités, mais donc il faut avoir des informations sur les capacités d'imitation. Il y a d'autres modalités évidemment qui sont étudiées. Il y a par exemple Gans qui a beaucoup travaillé, qui travaille encore beaucoup sur les moyens technologiques et qui montre dans différentes revues de la littérature, puis dans des travaux qui sont toujours en cours, des effets sur l'initiation des demandes et des effets sur les comportements des filles. Donc ça c'est un élément sur lequel évidemment je n'ai pas forcément insisté dans cette présentation, mais il y a aussi un effet important des moyens de communication sur justement les comportements des filles. Là, j'étais sur les modalités, alors un peu sur les méthodes parce que je parlais du PEX, mais ce qui est important aussi de garder en tête, c'est à la fois en fait hors CA, ce qu'on peut observer dans les méthodes actuelles, mais en fait après aussi dans la CA, c'est que dans nos méthodes d'intervention, on a des approches qui sont vraiment ABA, comportementales, ou issues de cette approche-là, on a des approches qui sont vraiment socio-développementales. Par exemple, hier, il y a Tomasello a été cité, le livre de Tomasello, là, typiquement, c'est quelqu'un qui défend cette approche. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à la fois dans des approches socio-développementales et des approches comportementales, on voit des aspects, des techniques de l'autre approche. Donc on a maintenant en fait une réalité clinique qui est intéressante pour nous, que ce soit comme orthophoniste, en fait, comme famille, comme psychologue, comme toutes les personnes. Ce qui est intéressant, c'est en fait de prendre des outils qu'il y a dans les différentes approches. Évidemment, il faut se former à ces différentes approches, de savoir qu'en fait on a une palette d'interventions qu'on peut utiliser. Le seul critère, l'un des seuls critères, c'est les recommandations dans la littérature. Là aussi, on a des études type cohorte avec des comparaisons d'enfants. Ce qui est intéressant, c'est que cette combinaison d'approches, en fait, elle est plus efficace avec des moyens de CA. Alors là, c'est un message important aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'approches, par exemple dans les troubles du spectre de l'autisme, où en fait, il n'est pas question de communication alternative améliorée, ou très peu. Que ce soit du côté socio-développemental ou comportemental, si je pense du côté socio-développemental, par exemple dans le projet ADN, More Than Words, on voit qu'il y a plein d'illustrations, puis en fait je crois qu'il y en a une ou deux, où tout d'un coup il y a une petite pictogramme qui apparaît. Alors on est en train de parler d'un tout petit enfant qui est monoralisant, supposément. Il n'est pas question de CA. Pour PACT, c'est la même chose, c'est une approche formidable, mais on ne parle pas de moyens alternatifs de communication. Voilà. Par contre, on a des approches du côté comportemental, on sait quand même le par contre, ça va être la même chose du côté comportemental, mais par contre, dans Essential for Living, je suis en train de penser à ça, il y a toute des guidelines un peu pour savoir quels moyens alternatifs de communication utiliser en fonction de ce qu'on observe. Après, on peut se positionner pour ou contre leur terme, c'est un autre débat. Ce qui est intéressant, c'est que l'ACA est prise en compte. Donc ça, c'est une information importante. Et puis, on a un certain nombre de méthodes qui appartiennent donc aux différentes approches comportementales et socio-développementales. On va trouver des articles qui vont les défendre dans la littérature. Ils vont dire, voilà, c'est avec cette population-là, TSA, mais avec ses caractéristiques, non oralisant, un peu oralisant, déficience intellectuelle, pas déficience intellectuelle, tous ces critères-là, avec les objectifs donnés, on va avoir un certain nombre de méthodes d'intervention qui sont validées et qui vont faire partie de la palette de techniques qu'on va pouvoir utiliser avec la communication alternative et améliorée. Dans les méthodes d'intervention, il y a aussi des choses qui sont très efficaces, très importantes à mettre en avant. Ce qui est intéressant là dans cette approche, c'est aussi de les mettre en lien avec les objectifs. Je veux parler du vidéo modeling.
Le fait que, voilà, il y a des choses qu'on peut entraîner avec les personnes TSA dans leur participation à des interactions, et y compris l'initiation. Mais on voit que, par exemple, pour ces approches-là, la vérification d'efficacité, c'est la participation à des conversations et la prise de tour. Donc on peut avoir des choses qui sont peut-être un tout petit peu plus étendues que la seule initiation de la communication. Je demande quelque chose et je reçois quelque chose. Là, on est sur la participation des tours de parole. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas efficace pour d'autres choses, mais ce qui est intéressant à chaque fois quand on regarde des articles de validation, c'est à la fois les caractéristiques des personnes donc, et les objectifs. Par rapport aux caractéristiques des personnes, ce qui est intéressant aussi à garder en tête, c'est la question de l'âge. En fait, on a de plus en plus de littérature qui insiste sur le fait que les interventions de communication alternative doivent faire partie, en fait, de la palette des interventions précoces. Donc on a des recommandations, alors là je parlais d'une équipe suédoise qui avait travaillé un petit peu là-dessus il y a quelques années, des recommandations de l'achat, qui n'est pas spécifique là au TSA, mais qui les prend aussi en compte, avec des effets comme la participation à des routines, le fait de partager, recevoir, donner des informations, de pouvoir commenter, de partager son attention avec l'autre, développer en fait, des relations sociales, jouer, par exemple. Et puis, avec une observation de différents auteurs qui, en fait, quand ils étudient des interventions précoces, en fait, la CA est souvent sous-utilisée. Puis on a encore un certain nombre d'approches, que je ne vais pas citer ici, qui réservent la CA pour quand ça ne marche pas, quoi. C'est-à-dire, on met en place le langage oral, on insiste sur le langage oral, puis quand ça ne marche pas, à ce moment-là, on pourra mettre la CA en place. Mais en fait, c'est complètement en contradiction avec les données de la littérature. Donc, si par exemple ici présent, il y a des personnes qui me disent j'ai de la littérature qui justifie ça, moi je le prends volontiers. Je ne parle pas de littérature grise, je parle de littérature avec des cohortes justement qui me prouvent que, voilà. À ma connaissance, il n'y a pas, mais je peux me tromper. Donc, là, ce que je vais appeler ces approches qui laissent la CA pour après, c'est les approches oralistes. En fait, oralistes, volontairement, il a été question de capacitisme hier avec Nicolas, on est typiquement dans un monde capacitiste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entraîner le langage oral. Alors, je suis orthophoniste, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on peut permettre à des personnes de communiquer alors qu'elles ne sont pas oralisantes, en fait, c'est peut-être notre mission première en tant qu'orthophoniste. En tant que famille, c'est peut-être notre souhait premier, et puis pour les autres professionnels, je pense que c'est aussi la mission. Donc, ces approches oralistes, en fait, ne se justifient pas. Il n'y a pas de base théorique. En termes d'accessibilité de la communication, hier, il a été question de la CIDPH. C'est en contradiction totale avec la CDPH. Donc ces approches ne devraient pas faire partie des recommandations, et l'ACA devrait faire partie de la palette d'outils dans les interventions précoces. En fait, ce qui est recommandé dans la littérature, c'est les approches multimodales, où on favorise la participation des personnes, donc, parmi lesquelles les jeunes enfants, dans les interventions précoces, à des interactions. En fait, en leur faisant participer à des activités, en leur permettant de réaliser des apprentissages. Ce qui est intéressant aussi à garder en tête dans ces approches-là, c'est pas seulement pour les interventions précoces, c'est qu'en fait, à tous les âges, les moyens de communication alternative, peut-être avec un pronostic différent, mais peuvent être mis en place chez l'adulte vieillissant, voilà, à tous les âges de la vie. Voilà, il y a vraiment un certain nombre d'outils sur finalement comment on met en place la CA dans les interventions précoces, quel est l'effet de ces interventions, quels outils on va pouvoir utiliser. Donc là, par exemple, leur idée dans cette publication de Denis L'Oréal, c'est le fait de commencer par des sets visuels, des photos avec des messages qui sont associés, et puis on fait participer la personne en appuyant sur ces photos et qui produisent ces messages associés, et puis progressivement on passe à des grilles de pictogrammes, des tableaux pictogrammes, et puis on fait avancer la personne dans le fait de pouvoir participer avec des moyens de communication à des interactions. On a aussi des choses sur
la mise en place de la CA avec nos enfants d'âge scolaire, évidemment, elle s'insiste en fait sur le fait que l'implémentation de la CA, c'est pas intuitif. Il y a des choses qui sont intéressantes, c'est le fait d'utiliser plusieurs modalités, parce qu'elles peuvent être complémentaires, avoir des objectifs différents. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire en contexte, c'est-à-dire modéliser, c'est-à-dire quand on s'adresse à la personne, on rend accessible ce qu'on est en train de lui dire en utilisant des moyens de communication alternatifs améliorés. Et puis en fait, du coup, ça veut dire qu'il y a une recommandation importante des interventions indirectes, le fait d'accompagner, former, entraîner les partenaires de communication. Donc, avec cette introduction autour des différents critères de prise de décision, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qui se dit dans la littérature à propos de cette prise de décision. Qu'est-ce qui a été proposé comme modèle? Alors, sur Louvain, en Belgique, ils avaient fait il y a quelques années une description d'un arbre décisionnel. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les choix et sur quoi ils s'appuient pour prendre une décision sur quels moyens de communication alternative améliorer. Tout à l'heure, je parlais d'essentiel for living dans une approche comportementale. Là aussi, il y a un lien sur... il y a une espèce de petite checking list, on va dire, en ligne, qui permet de s'orienter vers un moyen de communication ou d'autre, vraiment dans une approche comportementale. En Angleterre, il y a le IASC, Identifying Appropriate Symbol Communication, et qui qui est normalement adressé aux enfants, mais qui peut s'appliquer à d'autres populations, c'est de 0 à 12, et qui là encore donne des critères pour le choix des moyens de communication. Je ne sais pas si vous voyez très bien ici, alors c'est en anglais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les caractéristiques de l'enfant dans les critères de choix, les caractéristiques des moyens de communication. Mais vous voyez que la moitié du schéma, dans cette approche, c'est le contexte, les habitudes culturelles. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le contexte social de la personne? Les habitudes de travail, si on pense à l'école ou à des institutions spécialisées. Et on voit que ça fait partie de la moitié des critères pour la prise de décision. Ce qui est intéressant, je le commençais à dire un petit peu tout à l'heure, c'est que le contexte, de manière générale, est de plus en plus intégré dans les interventions CA, mais en fait dans les interventions auprès des personnes TSA. On a l'EMT dans les approches comportementales qui vraiment, justement, met de côté les approches décontextualisées et essaie d'intervenir dans le contexte des personnes. Tout à l'heure, j'ai cité aussi différentes approches d'accompagnement des familles, Born Words, Prompt. Et l'idée, en fait, c'est, dans ces interventions indirectes, c'est de généraliser les interventions, les apprentissages dans les différents contextes sociaux de la planète. Et de faire que les différents partenaires de communication soient impliqués. Ça, on va le retrouver dans certaines revues de la littérature. Il y a Seeders qui travaille beaucoup là-dessus et qui regarde un peu les différents facteurs de réussite de l'implémentation des moyens de CA. Puis là, j'ai juste sélectionné quelques facteurs qui sont mis en avant. Et évidemment, j'ai choisi ceux qui insistent sur le contexte, sur les partenaires de communication. C'est que l'efficacité de l'implémentation des moyens de CA, il y a des facteurs qui vont agir dessus, qui est la connaissance de la CA par les partenaires de communication, leur simple représentation, la perception des bénéfices potentiels de la CA, mais jusqu'où ça peut aller, cet effet des partenaires de communication, leur modélisation, c'est-à-dire leur usage en contexte des moyens de CA, et puis, après, évidemment, il y a la question de la fréquence de l'accompagnement des enfants. Dans ce cas-là, c'est des enfants. Donc, vous voyez l'importance du contexte. Alors, je vais finir un peu, là, il me reste un peu plus d'une dizaine de minutes. Je vais finir maintenant sur un des aspects qui me paraît essentiel dans notre approche, et surtout dans la collaboration entre professionnels et familles. C'est de faire le lien avec des approches sociales qui cherchent à définir le handicap justement en prenant en compte l'environnement.
Donc on a par exemple le modèle de développement humain et processus de production du handicap, qui nous vient du Québec. On a la CIF, la CIF internationale, la CIF chez l'enfant, donc tout ça, des classifications pour du fonctionnement et du handicap par l'OMS. Et puis ce qui est intéressant dans ces approches, c'est qu'elles vont insister sur le fait que le handicap, c'est l'interaction dynamique. Là, je suis désolé, il y a une petite entrée cachée dans le schéma. Entre les caractéristiques de la personne, en fait, son trouble, et puis son environnement. L'effet qu'a, par exemple, le trouble du spectre de l'autisme sur la personne, évidemment, ça va être une partie sur ses caractéristiques corporelles, c'est comment son cerveau est constitué, mais en fait, une grosse partie de l'effet de son trouble, ça va être sur l'aménagement du contexte, sur la manière dont les partenaires de communication communiquent avec lui, sur le fait que dans son environnement social, il y ait ou pas un accès à des moyens qui finissent par accessibiliser sa participation. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un certain nombre il y a de la littérature sur justement l'utilisation des critères de codage de la CIF pour les troubles du spectre de l'autisme. Il y a même des sets, en fait ils ont regroupé des codes spécifiques de la CIF pour l'enfant en fonction des caractéristiques des troubles du spectre de l'autisme. Et puis il y a une plateforme en ligne que vous pouvez visiter justement avec ce regroupement de codage. L'idée là derrière, c'est de faciliter le travail des équipes dans le fait d'individualiser les projets, de fixer des objectifs qui intègrent le contexte et du coup, dans la prise de décision, de choisir des approches et des outils qui permettent de remplir ce rôle, d'agir sur le contexte social de la personne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une littérature qui est assez importante, qui est moins spécifique au trouble du spectre de l'autisme, mais qui, encore une fois, qui les prend en compte, mais là qui est spécifique à la CA. Donc on a par exemple l'équipe de Roland, voilà, qui a là aussi regroupé un certain nombre de critères basés sur la CIF, et puis justement à la fois pour l'évaluation et pour la définition d'objectifs, là encore, qui sont supposés agir sur l'utilisation, enfin de la communication au contexte, donc l'utilisation de la CA dans les différents contextes de la vie de la personne. Et encore une fois, d'accessibiliser sa participation aux interactions du quotidien. Que ce soit pour comprendre les partenaires de communication ou de s'exprimer auprès d'eux. Il y a après différents types de modèles. Là, je voulais citer le modèle de Brinciot et IAM de 2023. En fait, ils vont prendre en compte ces différents objectifs et puis vont proposer des méthodes d'intervention où la participation sociale de la personne dans son environnement va être travaillée. Ce qui est intéressant à garder en tête là derrière, c'est que la participation, c'est à la fois un objectif, mais c'est aussi un moyen. C'est-à-dire que si vous repensez au développement du langage typique, en fait, on a appris le langage et la communication dans nos expériences communicatives du quotidien, dans nos interactions du quotidien dès nos premiers mois de vie. On a réalisé plein d'apprentissages, pas au cours de leçons, mais au cours de la participation à des routines, à certaines situations sociales. Donc en fait, le fait de permettre à des personnes de participer à des interactions alors qu'elles sont non oralisantes, à l'aide de moyens de CA, genre gestes, utilisation de pictogrammes, le but fondamental, c'est qu'en fait, on leur permet de participer à des interactions qui, elles-mêmes, vont générer des occasions d'apprentissage du langage et de la communication
accessoirement, oui, de l'usage de moyens de CA, mais en fait, fondamentalement, ce qu'on veut, c'est la participation à des interactions, l'apprentissage de ce que c'est que la communication, et puis on l'a dit tout à l'heure, enfin je l'ai dit tout à l'heure avec la publication de Way, de favoriser en fait le développement du langage et de la communication. Donc c'est essentiel. C'est à la fois donc un moyen et puis un objectif parce que ça permet de réaliser des apprentissages scolaires, de participer à un certain nombre d'interactions, et en soi, ça doit être notre objectif. Le fait de garder, d'utiliser un modèle type CIF et de réfléchir à comment on peut l'adapter avec des personnes TSA non normalisantes, ça nous permet de fixer des objectifs qui sont non plus spécifiquement, des objectifs qu'on peut observer dans notre bureau d'orthophonistes, par exemple, mais en fait des objectifs qui vont toucher le quotidien de la personne. Ce qui, à mon avis, me paraît être la priorité de nos interventions en tant qu'orthophonistes et plus généralement de nos accompagnements, qu'on soit famille ou professionnels, auprès d'enfants TSA qui présentent un handicap de communication. Handicap compris dans sa définition, encore une fois, sociale, de lien entre un trouble et puis le contexte. Donc si moi je suis une personne impliquée dans un projet de CA, je vais chercher d'abord à agir sur le contexte, et si je propose un ou des outils, je vais chercher d'abord à travailler au déploiement de ces outils, ces approches dans le contexte social de la personne. Et parfois, hier on parlait du modèle médical qui définit en fait initialement notre profession. Malheureusement, l'influence de ce modèle médical qui est mis de côté de plus en plus, justement par l'OMS, fait qu'on s'intéresse peut-être pas assez à l'environnement social des personnes qu'on accompagne. Et évidemment, on perd la substance de notre profession, et deux, peut-être qu'on a moins d'effet sur l'utilisation des moyens qu'on propose dans le contexte, parce qu'en fait, il faut réagir d'abord sur les partenaires de communication, fixer des objectifs qui concernent d'abord le contexte, et puis des approches qui permettent son déploiement, le déploiement des choses qu'on entraîne en contexte. Par chance, il existe déjà des approches qui ne prennent pas nécessairement en compte la CIF, mais comme je dis, il y a l'EMT par exemple. Il y a pas mal d'approches en fait où il y a la mission première, c'est l'accompagnement des partenaires de communication, le déploiement dans différents contextes, la généralisation, mais il faut s'appuyer sur ces travaux-là, mais avec ces objectifs, contexte, environnement social des personnes. Il faut garder en tête quand on met en place des moyens de CA, on a deux objectifs, la visée développementale, et ça à tous les âges, chez l'enfant évidemment, mais aussi chez l'adulte avec handicap de communication, mais aussi l'accessibilité de la communication. On travaille avec les deux. Voilà. Donc évidemment, si on met en place, si on accepte la participation comme un objectif premier de nos interventions, la difficulté après, c'est de trouver des moyens pour évaluer. La personne qui va suivre, va pouvoir développer cet aspect-là, évaluer ce qui se passe vraiment au contexte, et puis après intervenir, et ça évidemment, ça va se passer que dans des approches d'intervention indirectes, et puis des approches socio-développementales où on va penser, par définition, aux interactions du quotidien. Et là, il y a déjà des choses qui existent, à la fois pour les approches socio-développementales. Par exemple, il y a Doc qui avait publié un petit ouvrage autour de ça, ce qui se passe en Suède avec des méthodes d'accompagnement qui prennent en fait différentes méthodes d'approche théorique de l'accompagnement des familles. Donc ça, c'est une grosse équipe à Göteborg en Suède qui fait des travaux assez intéressants sur le sujet. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la diade autistique en disant que je mettrais plutôt l'aspect sur le premier aspect de la diade qui est sur la communication spécifiquement, mais je voulais justement revenir sur le deuxième aspect de la diade, mais en intégrant des outils qui ne sont pas spécifiques à l'autisme. Là, par exemple, c'est plutôt des choses qui concernent le polyhandicap, mais où ils ont cherché à définir ce que c'est que la participation. Parce que c'est joli de parler de participation, mais après, c'est de regarder concrètement comment on la définit.
Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma, mais je vais juste prendre des aspects qui, à mon avis, concernent spécifiquement les troubles du spectre de l'autisme. Quand on pense participation, il y a tout simplement le fait que la personne soit présente, par exemple, à une activité, mais qu'elle soit aussi motivée par cette activité, qu'elle soit engagée dans cette activité. Alors tout à l'heure, je le disais, évidemment, pour les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme et des intérêts restreints, ça va être une dimension qui va entraver leur participation, mais qui va entraver aussi nos interventions, ce qui va faire qu'on trouve des activités dans lesquelles ils vont pouvoir s'impliquer, ça sonne, je terminerai par ça, et dans lesquelles ils ont une occasion de participer. Il va falloir qu'on prenne en compte leurs préférences, ça fait partie des concepts qui sont liés à la participation, c'est pas nécessairement définitoire, et là encore, il y a la question des intérêts restreints, et puis après, il va falloir que la situation dans son environnement soit jugée acceptable par la personne, et que voilà, dans l'environnement lui-même, juge la participation de la personne acceptable. Donc voilà, j'aurais eu évidemment d'autres choses à dire, mais le temps fait que je vais laisser les autres diapos que vous y aurez accès de toute façon. Mais les aspects sur lesquels je voulais insister, c'est donc dans nos interventions, le fait de prendre en compte cette participation, mais en l'intégrant à part entière dans nos interventions, dans nos évaluations, dans l'évaluation de l'efficacité de nos interventions et dans l'évaluation des progrès de la personne, en s'appuyant essentiellement sur le contexte social et l'environnement de la personne, et en s'appuyant aussi sur ses partenaires de communication. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. Donc il y a un micro qui va circuler. Ouais. Ici. D'abord, merci beaucoup Stéphane pour cette très belle revue de littérature qui nous manquait, donc qui mériterait d'être vraiment publiée, notamment dans les bulletins d'Arabie, parce qu'elle est très accessible. Tu as mis le focus, et j'en suis ravie, sur une approche un peu plus systémique de l'intervention orthophonique, et enfin, on sort des cabinets d'orthophonie pour aller sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à être au cœur, à travailler au cœur des institutions sanitaires ou médico-sociales. La question est la suivante: est-ce que tu as vu passer des études ou des articles sur précisément les stratégies de formation, les stratégies d'implantation, d'implémentation, je ne sais pas, de ces systèmes au cœur d'institutions soignantes, médico-sociales qui ne sont pas forcément préparées qui n'ont pas forcément ce socle de connaissances théorico-cliniques. Est-ce qu'il y a des études qui étudient comment s'y prendre au-delà des grandes intentions qu'on a bien perçues, parce que c'est vraiment le défi actuel, me semble-t-il, dans les institutions. C'est qui va tenir le fil rouge, comment on va s'y prendre, il y a une orthophonie s'il n'y en a pas. Je pense que la CA, c'est un facteur de cohésion et de cohérence dans le travail multidisciplinaire, interdisciplinaire. Mais voilà, est-ce que tu as vu des études sur cette question d'efficacité du travail interdisciplinaire et le rôle des accompagnants de terrain? Alors, merci beaucoup déjà pour cette question et ce commentaire. Alors, oui, il y a une littérature assez riche sur la... Je dis vraiment assez dans le sens pas forcément suffisante. Par quoi je vais commencer? Peut-être par dire déjà un point essentiel, là je fais un pas de côté par rapport à la littérature, c'est en fait il y a un point qui me paraît essentiel, ce qui m'a beaucoup animé à la fois dans mes lectures et dans mes réflexions, on va dire associatives et professionnelles, sur l'organisation des institutions. Et là, quand je dis institution, on peut élargir, parce qu'en fait c'est important de garder ça en tête. On accompagne des personnes qui à un moment donné vont être citoyennes. On a vu un magnifique exemple hier
avec Nicolas, il faut aussi que la société s'accessibilise. Donc moi je vais rester sur institution parce que c'est la question, mais en fait il faut transférer. Et si on suit la CIDPH, en fait la banque, les administrations, la police, parce qu'on a des personnes vulnérables, doit s'accessibiliser à ces personnes. Et là on a en fait ce qu'on va retrouver dans les institutions, la nécessité, la formation, ça c'est un peu la tarte à la crème, évidemment il faut se former, mais enfin la tarte à la crème, elle n'est pas réalisée encore. Après il y a l'organisation de l'institution, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un concept, est-ce qu'il y a une organisation de l'institution autour de la CA? C'est-à-dire dans le sens où, en fait, si on suit la CDPH, les gens, alors, les personnes en situation de handicap de communication doivent avoir accès à la CA, c'est littéralement écrit, et c'est signé par la France, la Suisse, tout ça, mais c'est pas suivi dans ces différents pays, évidemment. La deuxième chose, c'est les professionnels qui accompagnent les personnes doivent être formés, ça aussi c'est dans la CDPH, puis après on retrouve le fait d'accessibiliser. Mais ça veut dire qu'après, une fois qu'on a signé ça, il faut organiser les choses pour que ça soit possible. Il faut, quand la personne a un moyen de communication, s'il y a des changements, déjà un turnover à un instant T, mais au fil du parcours de vie de la personne, il faut qu'elle puisse avoir toujours ce moyen de communication et le même, que ça ne peut pas changer dans les équipes quand elles veulent, et puis qu'en fait, quand elles se retrouvent dans un nouveau groupe, une nouvelle structure, les personnes soient formées non seulement à la CA, mais à son moyen de communication. Est-ce que ça, c'est garanti par l'institution ou pas? Si ce n'est pas le cas, on n'est pas en train de parler d'accessibilité de la communication, donc on ne peut pas fonctionner. Après, c'est qui prend les décisions. Donc, qui prend les décisions, c'est-à-dire tout le monde est formé, ça c'était le point de départ, mais après, il y a un temps d'échange. Et puis là, il faut prendre les partenaires de communication. Ça veut dire que l'institution, c'est pas seulement avec l'ergo, le psychologue, mais c'est aussi avec les familles, et puis c'est pas une fois dans l'année, on fait le point. Et là, c'est une collaboration, on s'aligne sur les objectifs. Moi, personnellement, dans mon travail quotidien, ça, je ne suis pas payé pour le faire. Je n'ai pas un temps identifié, enfin il y en a un petit peu, mais ce n'est pas suffisant pour le faire. On peut imaginer que dans ce cas-là, si je dois à la fois former mes collègues, ou m'aligner sur leurs objectifs, enfin sur nos objectifs, en créant ensemble, il va falloir que mon temps de travail, ça soit plutôt 50-50, pas seulement un petit pourcentage de 5 qui se promènent par là pour aller parler avec mes collègues et les familles. C'est pas possible. Il faut que j'élabore des projets communs. Bon. Après, il y a une itération, puis là vraiment, je vous engage on vous invite à lire, pour les personnes qui ont la chance de lire en anglais, il y a beaucoup de travail sur les attentes des familles, sur leur ressenti. Et puis après, il y a les professionnels. Oui, je suis éducateur, je sais que j'ai cette mission-là, mais concrètement, on me demande de faire ça. La communication, c'est essentiel, je le sais, mais moi, je ne suis pas formé. Et j'ai peu de temps pour mettre en place ce que des injonctions, qui sont vécues comme des injonctions, alors que c'est en fait dans l'engagement des personnes. Donc, il y a un gros enjeu au niveau formation initiale, formation continue, collaboration, mais là je viens d'en parler longuement. Donc il y a un certain nombre de travaux insuffisants, mais voilà, ça c'est des références qu'on peut trouver. Voilà, vous pouvez aussi l'écrire si jamais. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est un parcours plus qu'une réponse. Merci. Y a-t-il d'autres là-bas? Une question. Bonjour. Donc moi je vais profiter d'avoir le micro pour répondre un peu à la question qu'a déposée cette dame et à la réponse que vous avez faite. Moi je suis directrice d'établissement, donc je suis en dehors de la spécialisation, orthophoniste, etc., ou chercheuse. Et je dirais que la mise en place de la CA, c'est d'abord personne dépendante, et en institution, c'est une volonté de la direction, déjà. Si la direction n'est pas partie prenante, je veux dire, rien ne se fera, et ce n'est pas des individualités qui sont dans l'institution qui feront le projet. Donc nous, on a mis en place deux parties. Il y a déjà le projet institutionnel autour de la CA, et deuxièmement, à distinguer le projet individuel de communication de la personne, le CLIC. Voilà. Donc ça, c'est deux aspects complètement différents. Donc du coup, on a élaboré notre projet institutionnel en déclinant tout un processus décisionnel, c'est-à-dire de l'évaluation, et ensuite quels sont les professionnels déjà qui sont porteurs. L'orthophoniste n'est pas maître de la communication dans l'établissement, elle va être simplement porteuse du projet, mais le projet de la personne. Et ensuite, ça va être décliné par des évaluations, donc toute cette dynamique et cette approche systémique qui vont entraîner la psychologue, l'ergothérapeute, les parents, la personne elle-même, quels sont mes besoins, mais quelles sont mes attentes et qu'est-ce que je veux faire de ma communication. Parce qu'on a nos propres représentations,
mais qui ne correspondent pas forcément aux représentations de la personne. Donc elle est partie prenante. Et ensuite on va jusqu'aux AES, jusqu'à l'assistante sociale, toutes les personnes qui sont dans l'environnement de la personne participent à l'élaboration de son projet. Et ensuite on décline. Bien évidemment, après il y a des temps de formation, et il y a vraiment un bain de langage qui a été mis au sein de l'établissement. L'orthophoniste n'est pas là uniquement que pour faire des séances de rééducation, nous on les a bannis, c'est-à-dire qu'on est plus sur du collectif, et l'orthophoniste participe à tous les instants de vie de la personne. Elle est à la toilette, elle va animer la toilette, mais avec du bain de langage. Elle anime les repas, elle anime des ateliers. On a mis en place aussi des ateliers avant le repas, parce qu'il y a aussi tout ce qui est animation du repas. Donc voilà, c'est donner cette image un peu d'une approche vraiment systémique de la CA, mais qui n'est pas uniquement sur l'outil. L'outil est un moyen, mais après il y a tout l'aménagement et la prise en compte de l'environnement et des volontés de tout le monde. Voilà, c'était un partage que je voulais faire. Sur lequel je l'ai. Le premier truc, c'est essentiel. Alors déjà, vous avez fini par la question du contexte. Ce que j'aime bien faire, mais évidemment, en 45 minutes, c'est le fait de dire l'ACA, c'est les moyens, c'est les stratégies, c'est aussi l'aménagement du contexte et c'est l'ajustement des partenaires de communication. C'est un triptyque. Moi, je l'ai défini comme ça. Ça, c'est le premier point, donc bravo d'avoir fini là-dessus. La distinction entre projet d'institution et projet individuel, évidemment, mais merci beaucoup de l'avoir appelé, surtout en tant que directrice. L'aspect sur lequel je vais vous challenger un petit peu, c'est en fait après les pratiques d'évaluation institutionnelle. Est-ce qu'il existe? Il y en a, mais pas souvent appliqués. Des moyens même minimaux d'évaluation des pratiques CA dans l'institution. Il y a des choses de la Croix-Rouge, par exemple, il y a quelques années qui avaient été faites, il y a une grille qu'on pourrait utiliser pour ça. Des choses en Suisse romande qui ont été traduites de la Suisse alémanique. C'est très succinct, mais ça donne des pistes. Mais l'évaluation des pratiques institutionnelles sur la CA, quand on est responsable de secteur ou d'institution, on est évalué sur plein d'aspects. Et la communication, malheureusement, quand il y a des critères, c'est 2-3 lignes, pas beaucoup plus. Ça, c'est en fait problématique. Après, l'enjeu des projets individualisés, c'est après comment on fait pour faire que les évaluations dans les différents contextes soient remplies par la psychologue, l'éducateur, que les résultats soient centralisés et que alors déjà que les résultats, comme je disais, centralisés, reconnus par tout le monde et que l'on discute de la suite ensemble. Souvent, ça c'est un petit peu compliqué. Je vérifie un peu les diapos, voilà. Il y a des pistes, c'est d'intégrer les patients ou les personnes que nous accompagnent, je dis patients parce que c'est dans le titre d'un des trucs, c'est d'intégrer les personnes qu'on accompagne dans la définition des objectifs, dans l'évaluation, la réussite des objectifs. Il y a le fait de les intégrer, d'utiliser des outils comme les outils de masse pour justement les intégrer le faire sérieusement, quoi, et les intégrer dans la prise de décision, en partant de leurs particularités. Un micro-truc, du coup, il y a, je vous invite à le regarder, en fait, ça ne concerne pas spécifiquement la CA, mais il y a quand même des gens qui travaillent là-dessus. Et c'est comment je fais pour, à la fois, une fois que je définis des objectifs communs, comment je fais pour les évaluer. Parce qu'évidemment, on a plein d'outils d'évaluation qu'on peut utiliser, il n'y a pas de souci, c'est complémentaire, c'est plutôt je viens de fixer des objectifs et comment je fais pour définir leur poids et de juger de leur réussite ou pas. Ouais, des choses un peu compliquées. Et après, il y a des trucs statistiques, genre un listé, qui reviennent automatiquement et comme ça, on a une idée de comment on avance ensemble. Donc de s'inspirer de ça, c'est pas mal. Pardon. C'est mon rôle est difficile, parce que je ne peux pas. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore